Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Quand il arrive à La Paz, Klaus Barbie n'a pas un sou en poche. Les $300 américains qu'il a emportés suffisent juste à loger sa famille à l'hôtel Italia, un établissement minable du centre. Il ne connaît personne, il n'a pas de boulot. Et pour ne rien arranger, l'altitude lui donne des maux de tête. La capitale bolivienne est située à 3650 mètres. Barbie Altman passe quelques semaines dans ce gourbi, enchaînant les petits boulots avant de dégoter une pension pour installer sa famille. Pour les nazis qui tentent d'échapper à la justice, l'Amérique du Sud n'est pas un Eldorado, mais elle reste l'option la plus sûre. Dès les années 30, Hitler avait rêvé d'un fascisme sud-américain, qu'il aurait érigé avec l'aide des communautés allemandes déjà présentes sur place. Dans ces pays soumis à des régimes autoritaires, les exfiltrés trouvent deux choses essentielles. Une idéologie politique qu'ils soutiennent et un réseau de compatriotes, indispensable pour prendre un nouveau départ. Klaus Barbie aurait pu rester à Buenos Aires, comme le lui avaient proposé les autorités argentines. L'ancien SS a préféré suivre le conseil de Draganovic, le fasciste croate qui a organisé sa fuite. Son choix de la Bolivie repose sur des données rationnelles. La moitié de l'économie du pays est détenue par des ressortissants allemands et l'armée a été réorganisée par des officiers germaniques. Deux raisons qui l'amènent à penser que les opportunités de réussite seront plus nombreuses ici. Son évaluation est juste. Il faut peu de temps à Barbie Altman pour nouer des contacts et être introduit au sein du club allemand, une sorte de Rotary qui regroupe d'anciens nazis. Une chose en appelant une autre, Klaus Barbie décroche un boulot dans une scierie exploitant des forêts d'acajou à 100 km de La Paz, confortablement installé dans cette colonie coupée du monde. L'endroit est idéal pour se cacher sous une fausse identité. À 10 000 km de là, les Américains se sont débarrassés du problème Barbie. Du moins, provisoirement. Seuls les Français continuent de se préoccuper de celui que la presse surnomme le boucher de Lyon. Klaus Barbie est condamné à mort par contumace le 29 avril 1952 pour crime de guerre. Dans un second procès, visant une vingtaine d'officiers de la Gestapo,
Barbie est à nouveau condamné à mort par contumace le 15 novembre 1954 pour les exécutions à la prison de Montluc. Quand il apprend la nouvelle par la presse germanophone, Barbie se contente d'un sourire méprisant. Les Français peuvent gesticuler autant qu'ils veulent, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent en sécurité. Chaque jour qui passe l'éloigne de sa vie antérieure, pense-t-il. D'ailleurs, pour lui, les choses vont de mieux en mieux. En 1956, il rachète une scierie. Il devient son propre patron. Il en est certain, le vent a tourné. L'année suivante, il demande la nationalité bolivienne qui lui est accordée le 7 octobre 1957. Barbie souhaite disposer d'un passeport afin de sortir du pays et voyager où bon lui semble. La seule condition est de renoncer à la citoyenneté allemande. Ce à quoi il consent sans la moindre hésitation. À la fin des années 50, Américains et Soviétiques ont figé leur position sur le continent européen, coupé en deux blocs antagonistes. La prise du pouvoir par Fidel Castro en janvier 1959 à Cuba ouvre un nouveau front dans la rivalité entre l'Ouest et l'Est. L'Amérique latine devient soudain un enjeu crucial dans l'équilibre des forces entre les deux superpuissances. Les États-Unis s'inquiètent de l'apparition de guérillas dans ce qu'ils considèrent comme leur arrière-cour. Le révolutionnaire argentin Che Guevara, qui a participé à la révolution castriste, veut transformer l'Amérique du Sud en un second Vietnam en provoquant des insurrections du Pérou à l'Argentine. Dans son projet, la Bolivie occupe une position de pivot. Le pays andin, dont l'instabilité politique est permanente, présente un risque élevé d'implantation communiste, selon la CIA. Mais l'entreprise de Che Guevara tourne au fiasco, la population bolivienne refusant de se soulever contre le pouvoir. Toute cette agitation est favorable à un homme comme Klaus Barbie. Officiellement, il est depuis 1960 patron d'une scierie à Cochabamba, dans le centre du pays. Officieusement, des bureaux sont mis à sa disposition au ministère de l'Intérieur et dans les locaux des services de renseignement. Il sert de conseiller aux militaires boliviens. Dans la lutte contre les mouvements révolutionnaires, il leur enseigne ses techniques d'interrogatoire et de torture. Rien ne semble pouvoir arrêter sa réussite. Barbie Altman achète une villa à La Paz. Grâce à ses contacts, il diversifie ses activités. Il se lance dans l'exportation d'écorces de quinquina, arbre dont on tire la quinine, un médicament utilisé dans le traitement de la malaria. Avec la guerre du Vietnam, la demande de quinine explose. Si tout sourit à Klaus Barbie, c'est le coup d'État du général René Barrientos en novembre 1964 qui marque le tournant que l'ancien SS attendait. Financé et armé par la CIA, Barrientos renverse le président Victor Paz Estenssoro qui l'avait soutenu quelques années plus tôt. Le général se montre reconnaissant envers l'agence américaine. Il réprime dans la violence la contestation dans les mines et multiplie les arrestations de militants de gauche et de membres d'organisations communistes. Bien qu'il l'ait toujours nié, le gouvernement Barrientos connaissait l'identité réelle de Klaus Altman. Encore une fois, Barbie bénéficie de la protection de ceux qui ont recours à ses services. La Paz, novembre 1965. L'homme d'affaires assis en face de Klaus Barbie
s'appelle Rolf Olweg. Olweg achève une tournée de plusieurs mois dans des pays d'Amérique du Sud. La conversation entre les deux hommes est fluide, plaisante même. Rolf Olweg a 66 ans. C'est un vieux routier. Il a été emprisonné en Colombie, puis a servi d'expert au renseignement de la marine du Reich entre 1942 et 1945. Il s'est reconverti dans les affaires avant d'être recruté par le service fédéral du renseignement allemand, le BND. Olweg n'est pas un type qu'on impressionne facilement. Pourtant, Barbie lit quelque chose dans le regard de son visiteur, quelque chose à mi-chemin entre la satisfaction et l'admiration. L'ancien gestapiste devine qu'il est en train de réussir une sorte d'examen de passage. Fondé par Reinhard Gehlen, chef du renseignement de la Wehrmacht à l'Est, le BND entretient des liens avec l'Argentine et le Brésil qui sont restés des partenaires commerciaux de Berlin pendant la guerre. Engagés dans la reconstruction, les Allemands cherchent à s'implanter dans d'autres pays sud-américains. Ils ont besoin de contacts sur place, de contacts capables de faire remonter des informations sur la situation locale et d'ouvrir des portes aux exportations militaires. L'armée allemande a entrepris de se moderniser, mais il lui reste sur les bras d'immenses stocks hérités du Reich. Du matériel vieillissant qu'il serait dommage de jeter et qu'il est préférable d'écouler auprès de pays ne disposant pas d'industrie d'armement. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Santiago du Chili, 1966. À 3 reprises, entre le 1er et le 3 mai, Klaus Barbie Altman rencontre son agent traitant du BND à l'hôtel Crillon de Santiago. L'agent, répondant au nom de code Solinger, informe Barbie de ses missions, de son programme de formation et de sa nouvelle identité. Il est Adler, matricule V43118. Sa rémunération mensuelle est fixée à 500 Deutschmarks, versée sur un compte à Londres. En cas d'informations intéressantes, est prévue une prime de 100 à 200 Deutschmarks. Pour les Allemands, le recrutement de Klaus Barbie est une arme à double tranchant. L'ancien SS se révèle un informateur précieux, mais son passé de criminel de guerre est une source constante d'inquiétude. Le BND a toujours affirmé ne pas avoir eu connaissance de l'identité de Klaus Altman quand il a été proposé par Olweg. Dès que cette identité a été découverte, la collaboration a pris fin, expliquera le service de renseignement des années plus tard. Madrid, 10 décembre 1966. L'agent Solinger termine son déjeuner au restaurant de l'aéroport. Barbie l'écoute sans rien dire, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Le BND est contraint de mettre fin au contrat avec Altman en raison de réductions budgétaires. Même s'il ne dit rien, Barbie sait qu'il s'agit d'un mensonge. Outre le problème de son identité, le gouvernement fédéral n'a pas apprécié le comportement d'Altman à l'égard de l'ambassadeur allemand en Bolivie, un certain Günther Motz. Barbie Altman a tenté de faire chanter Motz en récupérant une thèse dans laquelle ce dernier soutenait l'épuration ethnique des lois de Nuremberg avant-guerre. Quand l'entretien se termine, Barbie se montre calme et souriant. Le BND n'a pas d'autre choix que de maintenir des liens indirects.
Ces liens se nouent par l'intermédiaire d'un ancien parachutiste du nom de Gerhard Georg Mertins. En 1954, Mertins crée la société Merex, qu'il transforme en multinationale du trafic d'armes. 10 ans plus tard, le BND recrute Mertins sous le nom de code d'Uranus. Le trafiquant est chargé de la prospection de marchés en Amérique du Sud, afin d'écouler les surplus dont la Bundeswehr a hérité de la Wehrmacht. Le gouvernement allemand est informé de ces fournitures d'armes à des dictatures qui s'en servent pour réprimer les mouvements démocratiques. Mertins s'introduit sur le marché sud-américain via une société écran baptisée La Estrella, l'étoile. Cette organisation a été créée à la fin des années 50 par Friedrich Schwend, un ami de Klaus Barbie Altmann. La Estrella fonctionne comme un réseau de contacts entre anciens nazis installés dans les pays du sous-continent. La Estrella et le BND jouent alors un jeu cynique. Ils exacerbent les rivalités qui persistent entre les différents régimes autoritaires sud-américains pour les pousser à acquérir toujours plus de matériel militaire en prévision d'un éventuel conflit. La Passe, 19 août 1969. L'identité de Klaus Altmann est révélée de manière fortuite par sa fille Ute. Utilisant un titre de séjour pour travailler dans une entreprise chimique à Mannheim, Ute Altmann se rend à l'ambassade d'Allemagne à La Paz. En remplissant le formulaire, elle indique être née à Kassel et avoir émigré en 1945. Il ne faut pas longtemps au ministère allemand des Affaires étrangères pour faire le rapprochement. Le lieu et la date de naissance de Ute Altmann sont les mêmes que ceux de Ute Barbie. Quand les services français découvrent l'information par une indiscrétion, l'ambassade de France en Bolivie entame des démarches pour obtenir l'extradition de Klaus Altmann Barbie. Paris monte un dossier complet sur les crimes commis par l'ancien gestapiste et le distribue aux agences de presse. La nouvelle provoque un tollé. Le procureur de Munich accepte à contre-cœur de rouvrir en 1971 le dossier Barbie, dont l'identité est scientifiquement confirmée par l'Institut d'anthropologie et de génétique humaine de Bavière, en comparant 2 photographies, l'une de Klaus Barbie en 1943 et l'autre de Klaus Altmann en 1968, lors d'une réunion d'hommes d'affaires. Malgré ces preuves, Klaus Altmann nie d'être Klaus Barbie. Déterminé à se défendre, il accorde en 1972 une interview à un journaliste français, Ladislas de Hoyos. Au cours de l'entretien filmé, le reporter tend à Altmann une photo de Jean Moulin en lui demandant s'il connaît cet homme. Altmann prend la photo, l'examine, la rend au journaliste et répond que cela ne lui dit rien. L'analyse des empreintes digitales laissées sur la photo établissent de manière irréfutable l'identité de Barbie. Cette confirmation devrait être une bonne nouvelle, mais les autorités françaises sont prises d'hésitation. L'extradition de Klaus Barbie pour répondre de ses crimes est réclamée par le public. En revanche, demeure le risque de révélation que le SS pourrait faire sur l'ampleur de la collaboration. Les Français redoutent surtout que l'ancien gestapiste livre des informations sur les activités pendant la guerre de certaines personnalités qui exercent désormais des fonctions politiques ou occupent des postes publics. Ces hésitations inquiètent particulièrement Beate Klarsfeld, militante qui documente depuis des années la manière dont la RFA a recyclé d'anciens nazis pour gérer ses reconstructions après la guerre. Beate Klarsfeld lance alors une campagne de mobilisation pour obtenir l'extradition de Klaus Barbie. Craignant d'être enlevé par les services israéliens comme son compatriote Adolf Eichmann en Argentine, Barbie compte sur la protection des autorités boliviennes. Le 2 mars 1973, il est arrêté pour usurpation d'identité et incarcéré à la prison centrale de La Paz.
difficile de dire si cette incarcération est le résultat d'une entente entre Barbie et le régime en place. Quoi qu'il en soit, elle tombe à pic. Pendant 8 mois, il vit à l'abri et se sent totalement en sécurité. Dans la prison, il va et vient à son gré, un peu comme s'il était le maître des lieux. Les autres détenus lui témoignent du respect. Il dispose d'un bureau pour travailler et organise même un tournoi de football entre les prisonniers. Finalement, la Cour suprême de Bolivie rejette la demande française. Il n'existe pas de convention d'extradition entre les deux pays. De plus, le droit bolivien ne reconnaît pas la notion de crime de guerre. Barbie est donc remis en liberté le 25 octobre 1973, jour de son 60e anniversaire. Le nouveau protecteur de Klaus Barbie s'appelle Hugo Banzer. Avec le soutien de l'administration Nixon et de la CIA, Banzer a réussi un putsch en 1971. Barbie et Banzer se connaissent depuis plus de 10 ans, quand le nouveau dictateur bolivien n'était qu'un obscur officier. Klaus Barbie récupère un bureau à la direction du renseignement. Devenu conseiller en sécurité, il participe à la restructuration de l'appareil militaire en transposant les méthodes de la Gestapo. Exécution sommaire, torture, brutalité systématique. Barbie a encore une petite décennie devant lui avant d'être rattrapé par son passé et d'être extradé. Mais avant ça, il aura fomenté un coup d'État.